J'avais envie de vous demander de définir comme ça ce que c'était que la qualité de vie au travail. Alors, je vous donne les résultats de ce que vous auriez sans doute dit. Alors, un concept nouveau, cette histoire de qualité de vie au travail, enfin nouveau qui circule quand même depuis un certain nombre d'années, mais on sent bien une montée en puissance de ces questions de qualité de vie au travail, juste comme indicateur la signature l'année dernière d'un accord national interpro sur cette question de la qualité de vie au travail. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre de la place. Et en même temps, si vous avez lu cet accord et les différents travaux qui tournent autour de cette question, on peut partager le constat ensemble d'une grande difficulté à définir d'une manière très précise ce que c'est que la qualité de vie au travail. Et si on avait fait l'exercice ensemble, on se serait sans doute frotté exactement au même constat. La question de la qualité de vie au travail, la définition de ce qui fait qualité de vie au travail, présente des aspects extrêmement hétérogènes. On y trouve des trucs autour de la santé. Ça paraît assez logique, en effet. Un travail de qualité qui ne ferait pas santé, ça paraît bizarre. Bon, mais on n'y trouve pas que des choses autour de la santé, on y trouve aussi des choses autour du sens, de l'utilité qu'on ressent dans son travail. Voilà, je me sens utile, ce que je fais a du sens, sert à quelque chose. On y trouve des choses autour de l'équité. Alors ça va même encore plus loin dans l'accord national interpro, puisqu'il place dans le titre, il lie la question de la qualité de vie au travail et la question de l'égalité homme-femme. Mais l'équité, ce n'est pas uniquement une question d'égalité entre les genres. Ça va un peu plus loin que ça. On y trouve bien sûr des questions de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je suis certain que ça serait sorti dans vos bouches à un moment ou à un autre. On y trouve d'autres choses autour de l'appartenance à un collectif. Un travail de qualité, c'est un travail où on se sent appartenir à une équipe. On a un destin commun, un projet commun. Si on fait un passage très rapide sur ces différents éléments, il y a un point qui les réunit, c'est la place de la subjectivité. On ne peut pas objectiver ces éléments, c'est forcément très subjectif, c'est forcément très lié au ressenti des personnes. Et quand je dis ça, je ne dégrade pas la question de la qualité de vie au travail. J'installe avec vous l'idée que ce n'est pas pour rien qu'on a du mal à le définir, c'est parce que justement, ce côté subjectif est extrêmement présent. Et puis, il faut y rentrer une deuxième notion, c'est la notion d'instabilité dans le temps, c'est-à-dire ce qui fait qualité de vie au travail pour vous aujourd'hui, c'est sans doute pas ce qui faisait qualité de vie au travail il y a 10 ans, et c'est pas ce qui fera qualité de vie au travail dans 10 ans non plus. Donc en plus, ça bouge dans le temps. Je vous propose de faire un petit retour en arrière sur la manière dont était perçue la question de la performance sur les 50 ou 60 ou 70 dernières années. Et en gros, on peut distinguer 3 grandes périodes, avec une première qui est celle de l'immédiate après-guerre, les 30 glorieuses, avec un modèle industriel extrêmement puissant. Alors si ensemble on fait le... Non, j'ai ce qu'il faut. Si ensemble on fait le descriptif de ce que c'est que les registres de la performance dans ce modèle industriel, on va en trouver 3, avec un premier registre qui porte sur la question de la qualité. À cette époque-là, on commence à penser la commercialisation, la fabrication d'un produit à partir d'un prototype. D'abord, on est extrêmement centré sur la fabrication de biens. Souvenez-vous, on est dans la période de l'après-guerre. Il y a un besoin d'équipement des ménages, des entreprises et des populations d'une manière générale extrêmement important. On est dans une phase de reconstruction. L'emploi redémarre, les salaires augmentent, le pouvoir d'achat des personnes augmente et les besoins en équipement augmentent. Par ailleurs, dans le même temps, il y a des progrès technologiques qui permettent que chacun puisse accéder à l'automobile, l'ordinateur, la machine à laver, etc., etc. Et dans ce modèle-là, le dernier registre de la performance, qui est celui de la rentabilité, est en fait le résultat. Mécaniquement, il faut retenir cet aspect-là, mécaniquement, chaque fois que je gagne en productivité, je gagne en rentabilité. Et donc, on a une chronologie dans nos registres de la performance. La qualité en premier. Une fois que ça s'est stabilisé, on rentre dans le registre de la productivité. Et chaque gain de productivité fait de la rentabilité. Dans ce modèle, ce qui ne se mesure pas est complètement hors champ de la performance.
Si on fait le lien avec la forme de pensée qui correspond à cette organisation du travail, ce qui est recherché dans ce modèle de performance industrielle de l'après-guerre, c'est une organisation du travail qui cherche à maîtriser au maximum les phases de fabrication de ma machine à laver. Ce que je veux, c'est qu'il y ait du volume. Je veux que les machines à laver sortent des bouts de ligne pour qu'on puisse les commercialiser. Et donc j'ai besoin de standardiser, j'ai besoin de normaliser et j'ai besoin de pouvoir reproduire mes machines à laver aussi vite que possible. Donc j'ai une organisation du travail qui part du principe qu'elle a un objectif, c'est de maîtriser l'ensemble de ces phases de fabrication. Dans ce modèle-là, le rôle des managers, c'est deux choses essentielles. D'abord prévoir, ça veut dire qu'ils sont responsables de l'écriture de cette organisation, de la pensée de cette organisation du travail, et de la coordination entre les différentes phases. Et puis, ils vont avoir un rôle évidemment de contrôle. C'est-à-dire, si ça marche puisque les salariés font ce qu'on leur demande, il faut vérifier qu'ils font bien ce qu'on leur demande. Ça nous amène jusque dans les années 80, fin des années 70, début des années 80. Et là, il se passe un phénomène très important, c'est qu'on arrive à une forme de saturation des marchés. Du point de vue des registres de la performance, il se passe un truc très intéressant à regarder, il se passe ça. Donc là, c'est le modèle qu'on vient de quitter. On stabilise la qualité, on fait de la productivité, et on a une rentabilité qui est le résultat de tout ça, et qui est plutôt une rentabilité de long terme. Pardon. Dans le modèle des années 80, on a un renversement des registres de la performance. J'ai besoin d'argent pour innover ou pour acheter mes concurrents. Et donc, je vais m'adresser à des financiers qui vont me prêter des sous sous réserve d'un engagement à fournir un certain niveau de rentabilité. Et donc, la question de la rentabilité va devenir première chronologiquement dans les registres de la performance. Et du coup, on va avoir une productivité qui va évoluer aussi et qui va plus être une productivité sur les volumes, qui va être une productivité financière. Dans ce modèle, donc c'est les mêmes registres de gains de productivité que ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, sauf qu'on les mesure à l'aune d'une productivité financière. Donc là, on fait un ratio entre le chiffre d'affaires et le coût de la main-d'œuvre, et le coût du capital, et le coût des machines, etc. Donc on va avoir une segmentation. C'est là que va apparaître la notion de compétitivité vis-à-vis des autres, parce qu'on est même en compétition vis-à-vis de ceux qui nous prêtent. Quel lapsus. On va se concentrer sur les secteurs qui sont à forte rentabilité, donc ça explique les externalisations. Et puis on va avoir une productivité monétaire. Les moyens, c'est un espèce de tsunami des outils de gestion. Donc là, les outils de gestion arrivent, envahissent les entreprises et envahissent l'ensemble des postes. Tout le monde se retrouve à faire du rendu compte et du reporting d'éléments, se met à compter ce qu'il fabrique, combien il en fabrique, combien il a dépensé, à quel rythme, etc., etc., etc. Parfois avec des éléments qui n'ont aucun sens pour les personnes à qui on les demande. Mais voilà, ça a du sens pour d'autres. Donc il faut tenir ces outils de gestion. Et puis on entre aussi dans une période de très très forte innovation. Tout ça parce que quand les marchés sont saturés, si on est capable d'innover sur des nouveaux produits, on fabrique artificiellement un nouveau marché. Troisième période, caractéristique des années, depuis le début des années 2000, même un peu avant, c'est la montée en puissance des services. Bon, là aussi, on pourrait faire l'expérience. Vous représentez un certain nombre d'entreprises dans cette salle. On pourrait faire le ratio des entreprises de services et des entreprises de fabrication de biens. Si vous êtes raccord avec le paysage économique du monde occidental, normalement, on devrait avoir à peu près 75% des gens qui sont dans la salle qui travaillent dans les services. Cette question du service prend une place extrêmement importante dans nos modèles économiques, dans notre vie au quotidien et dans nos entreprises. Avec une particularité, c'est qu'en matière de performance et de registre de la performance, on change de modèle. C'est là-dessus, évidemment, que je voudrais insister avec vous.
La question de la qualité, évidemment, elle continue à se poser dans les services. C'est toujours un registre de la performance. Mais avec un constat qu'on peut partager ensemble, c'est que définir la qualité d'un service, c'est beaucoup plus compliqué que définir la qualité d'une machine à laver. Ensuite, la qualité d'une machine à laver, on va avoir assez vite un consensus entre le concepteur, le fabricant, le client, sur ce que c'est que la qualité d'une machine à laver. Dans un service d'aide à domicile, par exemple, si vous interrogez une aide à domicile ou un aide à domicile, il n'y a pas de raison de genrer ce métier. Donc si vous interrogez des personnes qui exercent ce métier sur ce que c'est que la qualité du service qu'ils rendent aux personnes, vous n'aurez pas la même définition que si vous interrogez les bénéficiaires de l'aide à domicile, si vous interrogez la famille des bénéficiaires de l'aide à domicile, si vous interrogez le conseil départemental qui finance l'aide à domicile, chacun a un point de vue sur ce que c'est que la qualité du service à domicile. Et on va voir apparaître d'autres formes de gains de productivité. Par exemple, on va avoir des formes autour de la souplesse ou de l'adaptation à la demande. Si je suis capable de m'adapter à une demande spécifique du client, demande de service spécifique, je fais de la productivité. Et c'est comme ça que va se poser, par exemple, la question de l'ouverture des dimanches dans les commerces. Les Chinois, ils viennent à Paris, ils viennent aussi le dimanche et ils veulent pouvoir acheter. Et donc, il faut qu'on ouvre le dimanche. C'est ça l'adaptabilité du service. On va voir apparaître d'autres leviers de productivité autour des questions de... c'est ce que symbolise mon schéma, là, il faut le savoir, mais du coup, je vous le traduis. C'est les questions d'adoption, ce qu'on appelle les questions d'adoption. Je prends un exemple, vous allez comprendre tout de suite. C'est extrêmement compliqué de changer de médecin de famille. Alors, au-delà du fait qu'il n'y en a plus, c'est une mauvaise blague ici, mais c'est vrai quand même, c'est très compliqué de changer de médecin de famille parce que même si le voisin, il a les diplômes, il a tout ce qu'on veut, on sait très bien qu'en réalité, les connaissances que le médecin a sur moi, sur ma famille, sur mon boulot, sur mon histoire, sont extrêmement précieux du point de vue du service qu'il me rend. On voit apparaître un nouveau levier de performance qui est un nouveau registre, qui est la question des externalités. Les externalités, pour faire rapide, c'est les effets induits de la production, mais qui n'étaient pas désirés au départ. Donc c'est... en externalité négative, tout le monde va avoir en tête la question des pollutions. Donc je rejette des effluents dans la rivière. Jusque dans les années 80, tout le monde s'en fout, en gros, et les pollutions sont prises en charge par la collectivité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais je peux prendre un exemple d'externalité positive aussi. Une faïencerie dans une région de l'ouest de la France est en déficit chronique. Et elle continue à exister parce qu'elle est mise sous perfusion de la région, de la ville, parce qu'elle a un effet d'externalité positive sur l'image de la région et que c'est extrêmement important pour le territoire de préserver cette entreprise sur le territoire. Donc c'est complètement un facteur de performance pour elle d'être ce symbole de la culture, de l'histoire, etc. Nouveau registre de performance. C'est les questions de la réflexivité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est les effets du travail sur vos ressources. Parce que s'adapter à la demande, être capable de comprendre que moi, j'ai une vision de la qualité, mais le client, il en a une autre. Et que si on en reste là, c'est mort. Donc, j'ai besoin de m'adapter, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de construire une autre offre. J'ai besoin de voir comment je peux essayer de me débrouiller avec ce qu'ils me demandent, alors qu'on n'a absolument pas ça en magasin, mais je vais quand même essayer de trouver un truc qui va faire que je vais rendre le service. Enfin, toute cette question-là suppose l'engagement des personnes. Autrement dit, je suis en train de vous dire là, ce qui bascule fondamentalement dans cette affaire, c'est qu'on passe d'une organisation qui prétend maîtriser l'ensemble des phases de fabrication à une organisation qui dit « je continue à organiser le travail, mais je vous dis, mes chers collaborateurs,
que vous allez vous coltiner tous les jours à des situations qu'on n'avait pas prévues et que c'est absolument normal. Et de ce point de vue-là, ce que fait le travail sur les personnes, donc sur la ressource, devient un enjeu de performance. Je développe une capacité à être attentif en tant que manager à ce que produit le travail sur les personnes. Parce que je sais que si le travail les abîme, alors ma ressource diminue. Leur capacité à prendre des initiatives, à entendre, à être attentif au monde diminue. Et donc la performance diminue. La dimension dans ce modèle, la dimension immatérielle, devient un élément absolument clé de la valorisation et de la performance de l'entreprise. Je prends un exemple, on y reviendra peut-être après à travers vos questions sur la question de ressources immatérielles, mais je prends un exemple. S'il n'y a pas de confiance entre la personne qui est là et celle qui est là, la confiance, quoi de plus immatériel que la confiance? En même temps, on a tous cette expérience-là. On sait très bien que si je suis en confiance avec mon client, que ce soit un client en finale ou un client à l'intérieur d'une structure, je vais aller 10 000 fois plus vite que s'il y a de la méfiance. Si on fait le même parallèle avec la question de la forme de pensée que ça induit, que ça implique, on bascule d'une organisation du travail qui cherche à maîtriser, un monde d'ingénieurs, et il doit y avoir des ingénieurs dans la salle, là. Donc on passe de ce monde-là, où j'essaye de tenir l'ensemble des bouts et d'être extrêmement précis dans ma manière de prescrire la fabrication et de maîtriser l'ensemble de ces éléments, avec un objectif final, une organisation qui serait capable de répondre à toutes les questions qui se posent. Dans cette histoire de logique servicielle, on a un objectif qui est de répondre à tous et à chacun. Simplement, ces quelques mots, ça raconte la complexité du bazar. Gérer les tensions entre les différents registres de performance, ce que je viens d'expliquer, jusqu'où je vais dans la qualité, dans la réactivité, dans l'adaptabilité, etc. Et puis, je suis embarqué dans la prise en compte des questions de subjectivité du client. Ça ne va pas suffire de dire « le client est un con ». Donc je peux le penser, en même temps, je suis dans l'obligation d'essayer de comprendre quand même pourquoi il dit ça, ou pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire, qui, de mon point de vue, n'est pas adapté à la situation. Parce que si je ne le fais pas, je ne rends pas le service. Donc je suis embarqué dans la prise en charge des questions de subjectivité. Et là, je viens de l'illustrer dans la relation directe avec le client, mais c'est complètement vrai entre les collaborateurs et les managers, par exemple. Et vous comprenez bien comment ça change notre logiciel là-haut. C'est-à-dire, on sort d'un modèle où un problème a une solution. Et quand on a trouvé la solution, on la met en œuvre, le problème il est réglé, circulé, on passe à autre chose. Et là, on rentre dans un registre où on est face à un problème et il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça va appeler des dispositifs un peu différents de management, des dispositifs un peu différents de la manière dont on travaille, y compris des dispositifs pour dire c'est quoi travailler. C'est pas si clair finalement là dans la manière, dans le marigot dans lequel on se retrouve là. Dans le premier modèle, on a des managers qui deviennent managers parce qu'ils sont des experts techniques. C'est parce qu'ils maîtrisent le métier qu'ils deviennent managers. Et donc leur légitimité, elle est assise sur leur capacité à apporter des solutions quand un problème se pose. Et là, on dit, bah non, en fait, on est dans plein de situations où il y a des problèmes, mais il n'y a pas de solution, il faut la construire. Et donc, si notre manager il reste dans un registre d'expertise, 9 fois sur 10, il va se ramasser. C'est-à-dire, ce qu'il va proposer comme solution, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de solution, il faut la construire. Et donc, ça change le métier. C'est-à-dire qu'on est embarqué, on continue à prescrire quand même, il faut organiser le travail, il faut coordonner les équipes, il y a toujours des choses à faire dans ce registre-là. Mais surtout, on est engagé à soutenir la ressource, c'est-à-dire comment je me positionne en tant que manager pour contribuer avec l'équipe à l'émergence d'une réponse à la question qui est posée. Je vois, monsieur, on va entrer dans le débat tout de suite après.
Vous n'êtes pas complètement d'accord. Dans ce modèle-là, l'anomalie, elle est complètement partie intégrante du service. Et il faut même tirer le fil encore plus loin. Ça devient une ressource. C'est-à-dire quand vous êtes capable de repérer l'anomalie et que vous trouvez une réponse à cette anomalie, vous améliorez votre service. Donc vous êtes meilleur. Donc l'anomalie devient une ressource. Dans ce registre, la question de la qualité de vie au travail, c'est-à-dire, en gros, si je fais un raccourci un peu rapide, mais quand même qui résume bien ce que je viens de dire, les effets réflexifs du travail sur les personnes deviennent des enjeux clés de performance. Ça devient stratégique. La question de qu'est-ce que ça fait le travail aux gens qui travaillent dans l'entreprise, ça devient absolument stratégique. J'ai besoin de savoir ce que ça leur fait, j'ai besoin de comprendre pourquoi ça leur fait ça, et j'ai besoin d'essayer de mettre en place des dispositifs qui garantissent, un, que je repère que ça ne se passe pas bien, et deux, qui continuent à préserver cette ressource-là. Voilà. Je vais m'arrêter par une dernière diapo. Alors j'en ai déjà dit 2 mots tout à l'heure, mais ça veut dire qu'on va être embarqué dans le développement de ressources qui sont complètement immatérielles et qui vont tourner autour de la confiance. Comment je renforce la confiance? Alors sans tomber dans l'aveuglement. Hein. Ça ne veut pas dire que, du coup, les gars, allez-y, faites tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je continue à tenir mon bout à moi de manager. Donc on est embarqué dans une relation de service exactement pareil. Exactement pareil. Donc je tiens mon bout de manager et en même temps, je règle le curseur. Comment je construis de la confiance, comment je la développe. Comment je me pose des questions sur la pertinence de mon organisation au service de la préservation ou du développement des ressources. En quoi mon organisation développe les ressources. Je prends un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Si je construis une évaluation, mon modèle d'évaluation, c'est la mesure entre les objectifs que j'ai donnés aux personnes et les objectifs qu'ils ont atteints. Donc j'ai une évaluation centrée sur les résultats. Je suis schizophrène. Parce qu'en réalité, quand je fais ça, j'évacue toute l'instabilité, tous les écarts auxquels les personnes se sont retrouvées confrontées dans la mise en œuvre. Et ça ne me permet absolument pas de comprendre si en réalité, ils ont été super bons pour atteindre le résultat qu'ils ont atteint. Retenez cette phrase, je me la répète tous les matins au réveil. La mesure des effets n'a jamais rendu compte des efforts. Jamais. On a tous ici, on peut se le dire maintenant, passé des examens en faisant l'impasse sur la moitié du programme, voire les 3/4. Et coup de bol, c'est tombé sur le truc qu'on avait révisé. On a eu 18 et il y a un truc, travail régulier, continué. Quelle rigolade. Non, voilà, c'est ça. La mesure des effets, ça n'a jamais rendu compte des efforts. Or là, vous avez besoin de reconnaître les efforts, non pas pour dire « Ah, c'est super, bravo, très bien », mais pour comprendre ce que les gens ont mobilisé comme ressources pour faire face à quelle situation, parce qu'en fait, vous ne le savez pas, à quoi ils se sont coltinés, donc à quelle situation ils se sont frottés, comment ils s'y sont pris, et qu'est-ce qu'on peut en apprendre collectivement, au-delà du fait simplement qu'on reconnaisse qu'ils se sont sacrément secoués pour essayer de faire quelque chose, même si, au bout du compte, le résultat, il est minable. Parce qu'autrement, la fois suivante, le résultat minable, je l'obtiens directement parce que ça va bien. Donc la question de la pertinence, elle est très importante. En quoi mon organisation, elle est pertinente par rapport à mon objectif de développement de la ressource? Les questions de compétences, je fais vite, mais bon, très très vite alors. Les questions de compétences, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire évoluer, cette notion de la compétence, parce qu'on a une vision de la compétence pour l'instant comme quelque chose qui est extrêmement détenu à l'intérieur des personnes. Et on confond en réalité compétence et savoir. C'est-à-dire, de notre point de vue, la compétence, c'est la mobilisation des savoirs au service de la construction d'une solution dans une situation qui n'est pas prévue, justement. Et ça, c'est collectif. La santé, je fais très vite, on est au cœur du
sujet ici, on comprend bien que si les gens ne vont pas bien, leur capacité à s'engager, elle va être plombée évidemment. Et tout ça, c'est au service conjoint de la performance et de la qualité de vie des personnes, ce qui pose bien la question de l'intégration de la santé comme une question de performance. Et je termine sur une note un poil provocante, mais c'est pas grave. De mon point de vue, ça pose la question de la démédicalisation de la santé au travail. Ça ne veut pas dire que c'est plus un sujet des médecins, bien au contraire, ça reste évidemment un sujet de médecins. D'abord, ça a des effets sur le corps, sur l'esprit, ça se traduit par des maladies, des symptômes. Ça reste évidemment un sujet de médecins, mais ça ne peut pas être qu'un sujet de professionnels de santé, parce que ça devient un sujet de manager.